Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'école du futur au programme. Aujourd'hui, on va commencer par notre focus et c'est l'initiative, vous le savez, de notre partenaire, le Clémy, la série La famille tout écran qui a pour objectif de donner des éclairages utiles et des conseils pratiques aux familles et aux enfants aussi quant à l'utilisation du numérique au sein des foyers. On découvre un nouvel épisode dans un instant. Et puis il a une idée derrière la tech, c'est Benoît Grunemwald qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Benoît. Bonjour Philippine. Ça va, je suis très contente de vous retrouver. Très bien, merci. De quoi vous allez nous parler aujourd'hui ? Aujourd'hui, je vous propose un état des lieux et une mise en perspective de la protection de nos données personnelles. Important, effectivement, on voit ça avec vous dans un instant. Et puis d'abord, c'est notre question du jour. Et si les souvenirs les plus précieux de l'enfance, qu'on connaît tous, dont on se souvient, tenaient dans une boîte en carton? Mais oui, quelques pions, des cartes, un sablier et surtout des éclats de rire, bien sûr, partagés autour d'une table. Dans un monde saturé d'écrans, une petite entreprise anécienne a eu une grande idée, replacer le jeu au cœur des familles. Son nom, le cartable ludique, un abonnement malin pensé pour reconnecter petits et grands juste avant chaque vacances scolaires. On en parle avec sa cofondatrice Peggy Getman. Bonjour. Bonjour Philippine. Bienvenue sur le plateau de l'école du futur. Vous aussi, on est ravis de vous recevoir. Vous êtes ludothécaire diplômé, vous avez été professeur pendant plus de 20 ans. Vous êtes aussi spécialiste de la pédagogie et donc cofondatrice. Voilà. De ce cartable ludique. Tout cela. On en parle tout ça et bien plus. On en parle d'ailleurs dans un instant, juste après le focus. Vous commencez à le connaître par cœur, ça s'appelle La famille tout écran pour sensibiliser enfants et parents à l'utilisation du numérique au sein des foyers. Notre partenaire, le Clémy, vous propose un nouvel épisode de sa série qu'on découvre tout de suite. Allez, autre chose maintenant, dans un contexte où les écoles manquent de moyens, où les enfants passent aussi en moyenne 3h30 par jour sur un écran, une initiative originale, vous allez le voir, propose un antidote à la fois ludique, pédagogique et solidaire. Ça s'appelle le cartable ludique, un abonnement annuel qui permet aux familles de recevoir des jeux de société soigneusement, je vais y arriver, sélectionnés, et aux établissements scolaires de bénéficier eux aussi d'un abonnement gratuit. Derrière cette idée, il y a surtout une conviction d'une femme notamment, que vous allez découvrir dans un instant, conviction qu'on apprend aussi en jouant, surtout quand on joue ensemble. On découvre ça tout de suite dans la première partie du talk. Et elle est là, justement, cofondatrice du cartable ludique et plein d'autres choses aussi. On va en parler avec elle. Peggy Getman, on est ravis de vous recevoir à nouveau. Alors, vous avez lancé, avec votre cofondateur, le cartable ludique. En quelques mots, pour celles et ceux qui ne connaissent pas votre histoire, votre aventure, et puis ce que c'est derrière le cartable ludique, est-ce que vous voulez bien nous le présenter ? Bien sûr. Alors, en quelques mots, moi, j'ai une carrière de 20 ans d'enseignement derrière moi, avec la conviction que quand on joue, on ose tout, on prend même le risque de réussir parfois. Voilà. Sacré risque. Sacré risque. Et la proposition qu'on fait avec le cartable, c'est justement une sélection de jeux qui permettent de retravailler ces fameuses compétences scolaires réputées fondre pendant les vacances. Comment ça fonctionne alors ? Alors ça fonctionne comme un jeu. Il y a une petite histoire pour bien rentrer dans le matériel. On a la règle du jeu qu'on a simplifié autant qu'on le pouvait, parce qu'on le sait, c'est toujours la partie compliquée pour jouer à un jeu, c'est lire la règle, voilà. Donc on peut jouer un certain temps, et puis dans le livret d'accompagnement, il y a un volet qui vient ensuite pour vraiment verbaliser, vraiment mettre en valeur comment tu as fait dans ce coup-là particulier, à quoi tu pensais pour choisir la façon dont tu as joué. D'accord. Qui est mis en relief très vite avec un exercice vraiment type cahier du jour. Et pour cet exercice-là, si tu penses de la même manière, est-ce que ça ne devient pas beaucoup plus facile ? L'idée, c'est donc de provoquer le jeu chez les enfants, quelque chose qu'ils ne font pas forcément dans l'éducation nationale, ce que vous avez vécu pendant vos 20 années d'enseignement. Et qui ne font pas forcément en famille, en tout cas. Les enfants manquent souvent de ce qu'on appelle des images mentales, des choses sur lesquelles s'appuyer quand ils sont en panique face à un exercice. D'accord. Et là, c'est vraiment l'idée on a joué, c'était cool, on a bien rigolé en famille, mais ça me sert dans mon expérience d'enfant, va me servir là aujourd'hui quand je suis un élève. Qu'on comprenne bien pour celles et ceux qui ne connaissent pas forcément le cartable ludique, ce ne sont pas donc uniquement des jeux de société scolaires. Aucun jeu scolaire. C'est vraiment une veille des jeux de créateurs, des jeux existants dans le commerce, qu'on a extrait parce qu'ils ont vraiment une saveur particulière pour pouvoir mettre en valeur vraiment le « ça, je sais y penser ». Et c'est beaucoup moins cher que si on les achetait. Nettement. Là, pour 5 envois, donc 4 jeux plus une affiche jeu, 39,90 € pour une année. C'est à peu près 40% de réduction par rapport à un prix boutique. Et on les reçoit chez soi ? On les reçoit par l'école. Qui reçoit à peu près dans la quinzaine avant les vacances et qui est distribué à tous les enfants abonnés.
Alors, vous ciblez justement quel âge avec ces... Alors, on a 2 abonnements, à peu près un... Dans tous les cas, c'est pour soutenir les devoirs. Donc, on a un avant l'aisance dans la lecture pour les grandes sections CP, CE1, et puis un quand on est plus à l'aise pour comprendre ce qu'on lit en CE2, CM1, CM2. Est-ce que vous jouez beaucoup avec vos enfants, Benoît? Oui, alors moi, on joue beaucoup aux Aventuriers du Rail. Et Sympa. voilà, mes filles aiment beaucoup, ma femme aussi. Ma grande adore lire les règles du jeu et elle est très carrée. Donc, on ne peut pas tricher alors? Alors, on ne peut pas tricher et puis surtout, on sait exactement où on va. C'est très important. Voilà, c'est très important et ça vrai. leur donne un cadre. Il faut juste réussir à tenir. Moi, mon jeu préféré, ça reste quand même le Uno, que l'on partage en famille. C'est beaucoup plus rapide. Nos jeux préférés sont souvent ceux dont on maîtrise la règle. Oui. Une règle simple, un jeu rapide, j'adore. C'est ça. On ne se creuse pas en disant mais alors qu'est-ce que je dois faire à ce tour déjà? Ouais, c'est ça. On peut vite perdre le fil du jeu justement. Alors le cartable ludique cherche aussi à créer des moments en famille, on l'a dit. Est-ce que vous pensez dans ce cadre que le jeu, et notamment le jeu de société, est aujourd'hui l'un des derniers refuges hors écran? Dernier, je ne sais pas, mais un efficace, ça j'en suis sûre. Ouais, ça marche bien. Ça marche très bien. Les retours sont positifs. Voilà, les retours sont positifs et puis scientifiquement, ça a vraiment été travaillé. C'est un cadre où il y a une sécurité affective, où vraiment on sait qu'il n'y a pas de risque, il n'y a pas d'évaluation. On a même le droit de faire semblant d'être mauvais, il n'y a pas de risque dans la vie derrière. On peut vraiment tester énormément de choses. Ça aussi, cette peur de l'erreur. Et volontairement ou pas, les enfants sont en évaluation tout le temps. On est toujours en train de leur dire c'est bien, c'est juste, c'est faux. Dans un jeu, on fait bien comme on veut. Qu'on ait gagné ou perdu, peu importe. Ce qui compte, c'est d'avoir joué, d'avoir fait une partie, d'avoir pris du temps ensemble. Voilà. C'est intéressant parce qu'on pose régulièrement d'ailleurs la question à nos invités ici qui viennent sur le plateau, est-ce que l'erreur est valorisée ou pas, ou assez en tout cas dans le système scolaire? Je connais déjà à peu près votre réponse en 20 ans d'enseignement. Voilà, ça reste, le ressenti reste erreur. Oui, le ressenti reste erreur. Mais sauf que ça, j'imagine que ça a un impact, des conséquences évidemment, sur les élèves. Et dans le jeu, on retrouve plus un ressenti de type challenge et pas de type erreur. Ça, c'est intéressant. Voilà, donc l'engagement est forcément beaucoup plus naturel. Et quand on se challenge et qu'on réussit, on crée la boucle de récompense personnelle. On va dans la motivation, on va dans l'estime de soi, on va chercher des choses profondes. Ouais. Est-ce que vous le faisiez déjà avec vos élèves, par exemple? Moi, je suis très convaincue, mais c'est pas facile à mettre en place pour un tas de raisons, ne serait-ce que le nombre. Bien sûr. Et puis la question de la règle du jeu qu'évoquait Benoît, et on a besoin de les connaître vraiment par cœur. C'est aussi un intérêt du cartable ludique, c'est de créer une culture commune autour de jeux. Sachant aussi, et je l'ai dit en introduction, que vous proposez des packs de jeux aux écoles. Tout à fait. Gratuites, en plus. Alors, à partir du 5e abonnement, l'école qui se fait relais gagne un abonnement pour son école. C'est ça. Donc tout ça, les jeux vont dans le CDI ou la bibliothèque ou la salle de jeu. Ou la ludothèque d'école. Ou la ludothèque d'école. Ludothèque que vous connaissez bien, d'ailleurs. Bien, très bien, moi. Je suis à l'aise avec les ludothécaires. Je suis ludothécaire, diplômée. Et voilà, ce sont deux domaines que je croise vraiment bien. Bon, on a parlé du jeu, effectivement. On parle aussi régulièrement, de plus en plus dans les médias, dans la société, d'un retour du jeu de société qui avait peut-être été abandonné, vous connaissez ça mieux que moi, ces dernières années, justement, au profit des écrans et d'un peu plus de distance avec ses parents quand on est enfant, avec la famille. Qu'est-ce qu'elle dit, cette tendance de notre époque, la tendance du retour au jeu de société? Elle dit qu'il y a une explosion du nombre de jeux de société, à peu près 1 millier en France par an, de nouveaux jeux qui sortent. Ah oui. On bascule vraiment dans des choses très très professionnelles, des auteurs, des éditeurs. Enfin, il y a vraiment un monde ludique qui va bien au-delà des classiques de grande distribution. D'accord. Et ces jeunes et ces parents aussi, parce qu'il n'y a pas que les jeunes qui jouent aux jeux de société, effectivement. Il n'y a même pas beaucoup de jeunes dans le monde ludique. Il y en a, mais il y a énormément d'adultes. Donc, vous dites que les jeux sont de plus en plus pensés pour les adultes aussi? Et qu'ils sont faits par des adultes. C'est pas ce que j'ai voulu dire, mais effectivement, je le pense. C'est un constat. Bon, cette tendance donc de notre époque qui se tourne vers le jeu de société, la plupart des enfants ont aussi accès à des jeux numériques, souvent immersifs. Comment on peut faire en sorte que justement, par exemple, un simple jeu de cartes, comme le Uno dont vous parliez tout à l'heure, puisse encore rivaliser face à des écrans? Je crois que vous l'avez dit, immersif. Dès qu'on y met un petit peu d'histoire, dès qu'on y met un peu de contexte... un pitch, quoi. Tout de suite, on est dedans. Et vous avez jamais voulu créer un Non, jeu moi, de je ne société? suis pas
pas suffisamment créatives en jeu. Par contre, la veille et l'exploration et comment on va les expliquer, ça c'est quelque chose que j'aime vraiment. On peut se poser la question en vous écoutant et en voyant effectivement de ce que vous nous dites l'impact du jeu de société et du jeu en groupe au sein d'une famille. On pourrait se dire mais pourquoi il n'existe pas, s'il n'existe pas de jeu pour une classe, c'est-à-dire où on peut jouer à une trentaine d'élèves, quarantaine parfois, parce que les élèves sont de plus en plus nombreux dans les classes. Est-ce que ça, ce serait possible et est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être mis en place concrètement dans une salle de classe, dans le système éducatif français ? Une trentaine, une quarantaine, ça me semble difficile parce que là, on rebascule dans la compétition, dans la comparaison, dans l'évaluation. Voilà, c'est le travers. On a besoin d'un petit groupe. En revanche, des ateliers en petit groupe, ça, c'est tout à fait imaginable et imaginé. J'ai beaucoup de collègues qui travaillent sur le sujet, qui publient des ouvrages, qui font des colloques. Ça, c'est en route. Ça, c'est en route. Bon, très bien. On va continuer à en parler. De toute façon, dans un instant, avec vous, le sujet est important. D'abord, on fait un petit tour du côté de la planète tech. D'abord, donc, images et vidéos, c'est le meilleur d'Internet. C'est le Zap et c'est l'œil de Jean Martineau. Et on est de retour, toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de notre invitée aujourd'hui, Peggy Getman. Je rappelle que vous êtes la cofondatrice, entre autres, du cartable ludique, dont on va continuer à parler dans un instant. D'abord, on laisse place à la chronique de Benoît Grunenwald, qui a une idée derrière la tech. Aujourd'hui, Benoît, vous nous proposez un focus sur la protection des données personnelles. Sacré sujet, effectivement, on en parle régulièrement, au travers notamment de documents produits par la CNIL, dont vous allez nous parler aujourd'hui. D'une part, sa feuille de route et d'autre part, son rapport annuel. Quels sont les éléments principaux qui ont retenu votre attention ? Eh bien, ces deux documents permettent de comprendre des tendances, à la fois pour les particuliers et les professionnels. D'ailleurs, c'est primordial pour se projeter parce que la CNIL nous donne une vision sur 3 ans des sujets qui sont essentiels et qui sont au cœur de nos usages numériques au quotidien. Et ça implique forcément tous ces usages numériques, les données personnelles. Ça passe par des applications mobiles, la fuite de données, on l'a vu dans l'actualité, ou encore la protection des mineurs. Et bien sûr, on n'oublie pas l'intelligence artificielle. Et donc, je vous propose une petite boussole pour vous guider dans cette jungle. Alors justement, Benoît, dans ces documents, vous avez sélectionné des informations. Tout d'abord, je crois, concernant nos usages mobiles. Oui, la CNIL rappelle l'existence d'un guide qui permet de nous donner une boussole,
justement sur les applications mobiles. En France, en moyenne, il y a 30 applications mobiles qui sont installées sur les smartphones, certainement plus pour les jeunes, d'autres plus pour d'autres usages. J'ai explosé les compteurs, je crois. Voilà. Et en fait, ces applications guident nos usages quotidiens, nos rencontres parfois, nos divertissements, nos déplacements. Et il y a finalement presque une application pour chaque moment de la vie. Par contre, ce n'est pas anecdotique parce que ces applications ont accès à des informations très personnelles, le GPS, les photos, les données de santé si on les a activées, ce qui fait qu'en tant qu'utilisateur, eh bien, on doit faire attention à ce que l'on installe et en tant que fournisseur de services ou fournisseur d'applications, on doit également être très précautionneux avec les applications. Imaginons qu'une application ne respecte pas la protection de nos données, ça arrive, personnelles, et par une captation excessive ou une perte de celle-ci, de ces données lors d'une attaque, on peut porter plainte, je crois, auprès de la CNIL. Quel est le volume et la nature de ces plaintes en 2024 ? Eh bien, malheureusement, 2024 a été une année record en termes de plaintes. 15 350 plaintes ont été portées à la connaissance de la CNIL. Et il y a un élément qui est important, c'est que ces plaintes ont toutes été traitées par la CNIL. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a eu des sanctions, mais en tout cas, la CNIL a fait le ménage sur toutes ces plaintes-là. Et un certain nombre de ces plaintes concernaient des démarchages téléphoniques abusifs. Donc, c'est aussi important de porter plainte parce que, un, c'est traité, et deux, ça va servir à quelque chose. Alors, ce nombre important montre aussi qu'il y a des dossiers qui ont abouti à des sanctions, voire ceux-ci n'auraient pas été traités s'il n'y avait pas eu de plainte au départ. Donc c'est important effectivement de porter plainte quand on en a besoin. 2024 a également été une année durant laquelle nous avons connu un nombre significatif de violations de données. Qu'en est-il ? Et oui, alors une violation de données, c'est quand nos informations personnelles ont fuité sur le dark web, dans des forums illégaux. En 2024, la CNIL a été notifiée de 5 629 violations de données personnelles. Donc c'est 20% de plus qu'en 2023. Et cette tendance est très préoccupante, notamment parce qu'il y a de plus en plus de violations de données de très grande ampleur, c'est-à-dire qui concernent plus d'1 million de personnes. Et en 2024, il y en a eu une quarantaine. Voilà, donc on reçoit régulièrement des SMS, des emails d'hameçonnage ou des ingénieries sociales, voire même des appels téléphoniques. C'est très bien fait, c'est très réaliste et notamment ça s'appuie sur les données que les cybercriminels ont extraites lors de ces fuites. Je vous confirme que c'est très dangereux et que ça fait mal quand ça nous arrive. Un conseil fort utile en tout cas, donc la prudence est de mise, on comprend. La CNIL sensibilise également, elle n'a pas qu'un rôle répressif, bien au-delà, et en particulier les mineurs et les familles. Quelles sont les actions qu'elle mène en ce sens ? Eh bien, dans son plan stratégique 2025-2028, la CNIL a participé à des débats, elle a pris des positions et c'est comme ça qu'elle va amener le message auprès à la fois des mineurs mais également de ceux qui les encadrent. Et elle a par exemple fait avec son homologue sud-coréen une affiche de style Mahwa. Donc c'est l'équivalent du manga mais coréen, qui explique comment protéger sa vie privée en ligne. Donc c'était vraiment important de partager ces informations et les sujets sont vraiment d'actualité. On pense à l'accès à la pornographie, à l'usage des téléphones à la fois dans les écoles mais également à la maison, le temps d'écran, le contrôle et la surveillance parentale, la majorité numérique, le cyberharcèlement et bien sûr la révolution de l'intelligence artificielle. C'est d'ailleurs le dernier volet de votre tour d'horizon sur la protection des données personnelles, l'intelligence artificielle. Nous sommes nombreux à nous servir des modèles d'intelligence artificielle générative, souvent gratuitement d'ailleurs. Alors, quelles sont les implications et les conseils qu'on devrait suivre, Benoît, vis-à-vis de nos données ? Eh bien, il faut faire attention lorsque l'on partage des informations personnelles avec ces modèles d'intelligence artificielle parce que vu que l'on va parler de manière naturelle, il peut y avoir une sorte de confiance qui va se créer et donc on va être amené à soit répondre à des questions, soit partager des éléments intimes ou voire même confidentiels avec ces modèles qui vont, eux, les réutiliser parfois pour s'entraîner et donc on peut voir nos données personnelles se retrouver malheureusement dans la nature. Sacré risque aussi. Et effectivement, merci pour ces conseils, Benoît, vous êtes toujours là. Vous avez suivi ces conseils, c'est important, n'est-ce pas ? Très important. Bon, on va passer du numérique au jeu de société, encore avec vous, parce qu'il adore ça. Benoît, c'est une bonne idée. L'un n'empêche pas l'autre. Tous les trois, la deuxième partie du talk. De retour, bien sûr, sur le plateau avec Peggy Getman. Je rappelle que vous êtes ludothécaire diplômée, qui a été professeure pendant plus de 20 ans, cofondatrice donc du Cartable ludique. On va parler du développement de l'enfant avec, bien sûr, des jeux de société. D'ailleurs, c'est intéressant parce que vous nous parliez en première partie de talk, la première partie d'émission,
ce rapport à l'échec qu'on peut avoir dans l'école et que vous avez connu en tant qu'enseignante et puis bien sûr en tant qu'élève qu'on a tous connu, le rapport à l'erreur, le retour du jeu de société au sein des familles, au sein des jeunes et des moins jeunes d'ailleurs. Benoît, on est un exemple criant. Le fait aussi d'apprendre sans évaluation, parce que quelque part le jeu, vous nous l'expliquiez, permet d'apprendre aussi, de grandir, de développer aussi des compétences qu'on n'apprend pas forcément à l'école, parce que c'est pas forcément non plus le rôle de l'école de les diffuser. Apprendre sans évaluation, ça change complètement le rapport des enfants à l'effort, à la réussite et donc aussi à l'échec. Et aussi à la connaissance de soi, parce que apprendre sans évaluation, ça veut dire qu'on n'est pas dans ce qui s'appelle le dialogue didactique, on n'est pas en attente de validation d'un père, on est vraiment dans et qu'est-ce que je mets en œuvre pour aller au bout du challenge que je me suis donné, qu'est-ce que je connais déjà, qu'est-ce qu'il faut que je construise. Ça oblige à intérioriser un petit peu, à travailler sur son dialogue interne, sur son organisation, chose qu'on ne fait pas forcément avec des questions qui ressemblent à du ping-pong finalement. C'est vrai. Est-ce que, justement, c'est intéressant, est-ce que vous voyez, vous dites régulièrement, et j'ai regardé quelques-unes de vos interviews, et notamment votre site internet, vous dites vouloir aider les enfants à progresser sans pression. Exactement. Aujourd'hui, il y a une vraie pression scolaire, énorme. Justement liée à l'évaluation, c'est-à-dire qu'on est évalué à un instant T, et on n'est pas forcément au mieux de sa forme, et parfois 2 heures après, 3 jours après, on avait parfaitement compris. Et inversement, parfois on est très, très surpris, on a une évaluation très positive, alors que la semaine suivante, on ne sait plus le faire. Ouais. Est-ce que cette anxiété scolaire, elle est croissante, selon vous ? Je n'en ai pas trop idée, mais de ressenti, je dirais oui. En tout cas auprès des familles. Alors c'est ça, parce que ça ne compte... D'où mon point, effectivement, et merci Peggy de l'aborder. Il y a une pression, bien sûr, qui est vécue par les premiers acteurs que sont les élèves, parce qu'ils vivent au quotidien, mais derrière en découle, bien sûr, une pression ou une forme d'anxiété de la part de leurs parents. N'est-ce pas ? Et les parents font parfois aussi porter une certaine pression. Avec souvent beaucoup de bonne volonté, mais pas toujours les outils qui leur conviennent. On retourne la question comme on veut. Enseignant, c'est un métier. Quand un enfant revient à la maison, il a déjà fait 6 heures de cours. Il en a un petit peu plein la tête quand même. Et il n'est pas forcément super disponible. Voilà, j'ai beau avoir été prof 20 ans. Le mien m'a souvent dit maman, là, t'es pas ma maîtresse, t'es ma maman, donc non. Donc, au lieu de faire mes devoirs, je préférais jouer avec toi. C'est tout ce que vous voulez créer. Bon. Comment ça se passe, la sélection des jeux dans le cartable ludique ? Qu'est-ce qui fait, en tout cas, qu'un jeu est cartable ludique compatible ? Le socle commun de compétences. D'accord. C'est-à-dire que les programmes varient vraiment souvent, donc c'était assez difficile de se lancer dessus. Mais sur le socle commun, il y a vraiment des choses très, très permanentes, très récurrentes. Donc il y a chaque année un jeu qui va concerner des compétences de français, un autre des compétences de maths, un qui concerne des compétences plus transversales, vraiment utiles à toutes les matières, un sur des choses qui vont relever de l'autonomie, comment je deviens un élève plus indépendant, et puis quelque chose qui tourne autour de la culture générale, de l'éveil au monde, et pour cette année, c'est l'espace et la géographie. D'accord. C'est-à-dire que chaque élève qui commande ou chaque famille qui commande un abonnement au cartable ludique reçoit les mêmes jeux. Pour une année. Pour une année. Et chaque année, ça change. Oui, avec ces critères-là. Quel est le jeu qui a le plus de succès dans les retours que vous avez pu avoir? Alors cette année, c'est Odin, parce qu'il a été nommé et gagné l'As d'Or. C'est le prix français. D'accord. Donc voilà, c'est le jeu de l'année. Qu'est-ce qui permet de faire ce jeu pour celles et ceux qui ne connaissent pas? Qu'est-ce qui permet de faire ce jeu en termes de règles? Ouais, et qu'est-ce qu'on en apprend comme compétence? Alors c'est une histoire de vikings, de surenchère, comment je vais vous dire? Chaque viking a une valeur et on essaye de prendre le pouvoir d'une surenchère de nombre, en fait. Une équipe de vikings à 98 va prendre la main sur un viking à 7, et ainsi de suite. Dans le jeu, on va produire des nombres de plus en plus grands, sans avoir besoin de les nommer. Et ça, c'est vraiment très important pour les élèves. Comprendre comment marche la numération sans dire la suite de nombres, c'est quelque chose qui leur manque souvent. Et puis dans ce jeu, vraiment, ce qu'on va mettre en relief dans le livret, c'est comprendre qu'il y a, par exemple, que je ne vous dise pas des bêtises, 642
va être quand même plus grand que 98, même s'il commence par un chiffre plus petit. D'accord. Et avec les Vikings, c'est évident que dans l'embarcation, 3 Vikings sont plus forts que 2. Ça se voit bien mieux que dans la consigne du fichier. Bien sûr. Ou qu'à l'école, dans le petit manuel, voilà, c'est ça. Où on compte les bananes quand on fait ses courses. Je suis bien d'accord. Alors, on entend de plus en plus parler de pédagogie alternative aussi. Est-ce que votre projet, vous diriez qu'il s'inscrit dans cette mouvance-là ? Je pense, oui. En tout cas, il propose des ateliers qui permettent un temps alternatif. Un temps alternatif, est-ce que vous pensez aussi que le jeu est sous-exploité ? On en a commencé à en parler dans notre système éducatif, encore très souvent centré sur les savoirs théoriques d'abord, et puis ensuite on en a parlé sur l'évaluation. Alors sous-exploité, je ne sais pas, mais peut-être parfois mal exploité, et du coup on n'a pas envie d'y revenir. C'est-à-dire qu'un jeu est un divertissement, c'est certain, mais si on l'exploite à l'école, il ne doit pas être que ça non plus. C'est aussi dans cette idée-là dans le cartable ludique, il y a par ailleurs une fiche pédagogique pour les enseignants. Justement, on va revenir aux enseignants. Vous mentionnez d'ailleurs dans vos dernières interviews, dans vos dernières prises de parole, des restrictions budgétaires dans les écoles qui vous impactent évidemment forcément. Parce que c'est un business que vous ne pouvez pas de fait développer. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que le secteur associatif ou le secteur entrepreneurial, les entrepreneurs du monde de l'éducation, du numérique, doivent aujourd'hui ou sont contraints aujourd'hui de boucher les trous quelque part laissés par les politiques publiques et par... J'ai le droit de le dire. Je vous laisse le dire, je vous lance sur le sujet, mais je vous laisse le dire. Oui, les budgets sont tous vraiment de plus en plus réduits. C'est aussi dans cette idée-là que le cartable ludique lui propose finalement une veille vraiment resserrée, parce que les budgets sont déjà très très courts, et quand en plus on investit dans quelque chose dont on ne se sert finalement pas, c'est dommage. C'est dommage. Qu'est-ce qui pourrait être fait concrètement, à part de l'investissement public? Est-ce que vous, qui l'avez vécu de l'intérieur en tant qu'enseignante, il faut changer le modèle économique des écoles Peut-être viser plus de mutualisation? Comment ça? Peut-être des créations de malles ou de ludothèques, des choses qui puissent tourner entre classes, entre écoles, des choses qui puissent... Au sein d'une collectivité, Au sein d'une collectivité. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir la même boîte de jeux dans chaque classe? Peut-être pas. Ouais. Vous contribuez à votre manière aussi à faire entrer des outils pédagogiques à l'école par un biais privé. Donc, comment vous trouvez l'équilibre aujourd'hui entre mission sociale, presque, et activité économique? Pas toujours facile, là aussi. C'est pas toujours facile, et je vous dirais que là, moi, je suis consultante pédagogique, et c'est un volet que je ne vais pas chercher, l'équilibre. L'équilibre financier. C'est pas tellement mon sujet. Non, voilà. Bon, en tout cas... Mais visiblement, il devrait bien se lancer. On a encore besoin de quelques écoles pour l'atteindre, cet équilibre. Voilà. Voilà, le message est passé. Le message est passé. Inscrire une école dans la boucle, c'est non engageant pour l'école. C'est simplement nous donner ses coordonnées pour pouvoir recevoir les flyers à distribuer aux familles à la rentrée et faire partie de la boucle. Ça n'est pas un engagement financier pour les écoles. Mesdames, Messieurs, ça s'appelle le cartable ludique. Merci à vous, en tout cas, Peggy Gettman, d'avoir été notre invitée aujourd'hui. Ça a été un vrai plaisir de vous recevoir et parler de ces sujets qui sont importants et en plus sympas et légers. On aime. Merci aussi à vous, Benoît, d'avoir été notre chroniqueur aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. À Benoît. Non, il ne s'appelle pas Benoît. Et Benoît, il est là. Édouard Degnaud, bien sûr, le grand, l'unique, d'avoir produit cette émission. Et puis nous, on se retrouve tous les jours dès demain, à 12h30 sur School TV. Passez une bonne journée.